Alors moi, je vais poser la première question, même si on est déjà, je pense, dans le discours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez tous les trucs à dire, en fait, il faut juste lever la main et commencer. Alors là, à partir de la... nous, on va aborder, si vous avez lu les bouquins, les livres de Saïd, ça c'est les classes dangereuses à l'ennemi intérieur. En fait, il y a là-bas, Saïd a apporté pas mal, mené avec lui-même pas mal de bouquins en fait. On va partir, pas parler, mais partir au moins du chapitre 2 et 3 surtout, qui sont les chapitres que nous, on a pensé, sont les chapitres qui font le lien entre la théorie et la dynamique qu'on voit tous les jours. Donc, exactement à partir de là, à partir de la structure inégale des relations économiques internationales, et si tu veux bien citer Samir Amin, on est tous contents. Et donc de la chaîne de valeur mondiale, comme ça, je le dis comme ça, je le lance. Et donc, à partir de ça, et à partir aussi de la théorie marxienne de la surpopulation, est-ce que tu peux nous expliquer les trois formes de surpopulation relative? Moi, je dirais en théorie, mais aussi dans la pratique actuelle. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit toujours, on peut toujours voir les concepts, mais finalement, il y aura des sujets qui sont ça. Absolument. Alors, là, je vais commencer à ne plus dire des choses gentilles. Je ne sais pas ce que ça veut dire marxienne. Autrement dit, la question qui nous est posée, c'est là aussi, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de l'idée qu'il y avait une approche marxiste à l'idée d'une approche marxienne? Personnellement, je préfère me revendiquer du marxisme que marxienne. Je pense que c'est déjà un recul quand on est là-dessus. Alors, pour répondre à la question, regardons d'abord le roman officiel qui nous est donné aujourd'hui pour parler de l'immigration. Parce que le livre, il traite de l'immigration, donc j'en arrive à la surpopulation en partant de l'immigration. C'est quoi le roman officiel, le roman général, le roman dominant, ce qui nous est servi par les médias, par l'état du débat public, l'état des réactions, etc. C'est l'idée que l'immigration ne vient pas d'une réaction à un système social. En gros, que l'immigration, ce serait des choix individuels. Donc on nous dira, à l'extrême droite, il y a un désir de France, ou à droite. Donc il y a des gens, au Mali, en Algérie, qui auraient un désir de France, et qui viendraient. Ou au Sénégal, etc. D'autres nous diront, c'est la recherche d'avantages sociaux. D'autres nous diront également, oui, mais c'est un appel d'air, comme on a des niveaux de vie plus élevés, il y a un appel d'air et les gens veulent venir. Vous reconnaîtrez les discours qu'on entend dans les médias. D'autres nous diront, c'est le goût de la découverte. Voilà. Le paysan du fin fond du Sénégal ou du Mali ou d'Algérie, il aurait un goût de la découverte qui le pousserait à quitter sa famille, à quitter son mode de vie, à quitter, etc., et qui viendrait, etc. Et ils sont prêts à risquer leur vie en Méditerranée pour cette découverte, ce désir de France, etc. Toutes ces approches, en réalité, découlent d'une même chose. Ils découlent d'une approche économique qu'on appelle l'approche néoclassique, que Marx a été le premier à décortiquer et à détruire, pour laquelle, dans cette approche, le capitalisme est le seul système rationnel. Et donc tout est analysé autour de cette dimension-là. Selon cette approche, le capitalisme fonctionnerait de manière magique. Il y aurait une main invisible, Adam Smith, invisible, qui amènerait à ce que, en définitive, malgré les contradictions, tout aille pour le mieux. C'est la main invisible du marché, il l'indique tel quel. Donc on va vous dire, s'il y a
si par exemple il y a trop d'immigrés qui arrivent, eh bien ça va faire diminuer les salaires ici, etc. Et du coup, ça va diminuer l'arrivée des immigrés. Ça va se rééquilibrer. Au niveau international, on nous dit, si on exporte les entreprises vers les pays du Sud, eh bien, ça va améliorer la vie dans les pays du Sud, et bien, ça va arrêter le transfert de capitaux. Bref, tout va bien. Il faut juste être patient. Pourquoi vous êtes pressé? Attendez que les choses se régulent toutes seules. C'est ça leur mode d'approche. C'est très magique. Hein. Cette circulation incessante des facteurs capital ou travail serait le signe, d'après eux, donc s'il y a encore des immigrés qui bougent, c'est le signe d'une division du travail qui est inachevée. On n'est pas arrivé au bout. Et pourquoi on n'est pas arrivé au bout? Ben parce qu'il y aurait des choses qui freinent la loi naturelle. Par exemple, il y aurait des lois dans les pays du Sud qui empêchent la libre circulation des marchandises. Par exemple, il y aurait des droits de douane. Hein, on vous dira des nationalistes, ceux qui prétendent défendre leur industrie ou prétendent défendre leur artisanat, etc. Donc tout ça, si on élimine tout ça, eh bien, la question va être réglée, il n'y aura plus d'immigration. La solution est donc à chaque fois que vous avez un problème sur où mène une logique, posez-vous la question, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution sur ce mode d'approche? Supprimer toutes les entraves à la circulation du capital. Et vous avez compris que c'est l'idéologie dominante aujourd'hui. On nous dit, les plans d'ajustement structurel du FMI, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans un pays, alors que le pays demande un prêt ou est endetté et demande un report de prêt, on lui dit, pas de problème, mais il faut enlever, on va vous faire le prêt, hein, vous inquiétez pas, mais il faut enlever toutes les entraves à la circulation du capital. Donc, camarades sénégalais, s'il vous plaît, vous allez accepter que votre petit producteur de riz entre en concurrence avec la grosse multinationale du riz que nous maîtrisons ici en Europe. Et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas avoir le prêt. Et donc, il y a cette idée que c'est des entraves. De la même façon, ça vous rappelle rien? Vous avez le même discours ici. Hein, c'est l'existence d'un SMIC qui empêche le démarrage de l'économie. Supprimons le code du travail et il y aura du boulot pour tout le monde. C'est la même logique qui est en fonctionnement. La solution est donc la disparition des entraves au marché, c'est-à-dire un alignement de tout le monde par le bas. Aligner l'ensemble des conditions salariales du monde par le bas, c'est à ça que mène cette logique d'un marché du travail inachevé. Et donc, on va nous dire l'assèchement du besoin migratoire va venir du fait que la mondialisation capitaliste n'aura plus d'entraves. Supprimons toutes les entraves et il n'y aura plus besoin d'immigrer. Le grand apport de Samir Amin, vous avez raison d'insister sur Samir Amin, le grand apport de Samir Amin, ça a été justement de montrer que dans ce raisonnement, il y avait confusion entre, d'une part, la division inachevée du travail, que disent aujourd'hui les dominants, avec autre chose. Ça, on le confond avec la division inégale du travail. Ça n'est pas la même chose. En réalité, ce qu'ils présentent comme une division inachevée du travail, c'est en réalité une division inégale du travail avec des dominants et des dominés. Selon ce roman, l'immigré n'est pas chassé de chez lui par ses conditions d'existence. Et c'est le premier élément à garder en tête. À chaque fois que vous êtes avec une explication de l'immigration, où on oublie de vous dire pourquoi il quitte son pays, où on fait comme si c'était évident la réponse à cette question-là, eh bien, vous êtes déjà dans de la manipulation idéologique. La première question à se poser, c'est pourquoi quelqu'un va quitter sa famille, son environnement, personne ne quitte. Bien sûr que, quand je dis personne, bien sûr qu'il peut en avoir 1, 2, 100, 1000. Mais à l'échelle de masse de l'humanité, jamais personne ne quitte. Enfin,
globalement, on ne quitte pas son monde pour, soi-disant, aller à l'aventure, trouver plus de bénéfices, etc. Ça ne se pose pas comme ça. La conception qu'il y a derrière ce raisonnement, c'est l'idée que l'être humain fait un choix rationnel de coûts et bénéfices. Si je reste au pays, je vais avoir tel bénéfice et tel coût, et si je pars, mon bénéfice va être plus important. Les gens ne quittent pas leur pays pour ça. Hein. Les gens quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent plus survivre dans leur pays. Et donc la première question, c'est, pour comprendre l'immigration, c'est qu'est-ce qui les chasse? Or, ce qui les chasse, c'est justement le caractère inégal du marché du travail, le caractère inégal du marché capitaliste, c'est-à-dire la domination, c'est le grand apport de Samir Amin, la domination de certaines économies par d'autres économies. C'est ce que Samir Amin appelait la bipolarisation. Autrement dit, depuis les débuts du capitalisme, on n'a pas eu une expansion du capitalisme, j'y reviendrai après, on a eu l'organisation du monde entre des centres dominants et des périphéries qui étaient dominées, dans lesquelles les économies de ces périphéries, en gros l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, étaient mises au service des économies et des capitalistes du centre. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y avait pas de bourgeoisie réelle en Asie, en Afrique, en Amérique latine, puisque l'ensemble de l'économie, par la colonisation et l'esclavage, avait été mis au service des économies du centre. Est-ce qu'on peut dater ce processus de bipolarisation? Parce que certains vont dire, bah oui, mais l'humanité, depuis sa naissance, elle a toujours été comme ça, il y a toujours eu des dominants et des dominés, on entend ça, hein, donc il n'y a rien de nouveau, etc. Est-ce qu'on peut dater? Une des lois qui a été mise en évidence par Marx et Engels, c'est justement cette idée que le capitalisme a une spécificité par rapport au mode de production antérieur. Il y a eu d'autres modes de production avant le capitalisme. Il y a eu le mode de production féodal, il y a eu toute une série d'autres modes de production avant le capitalisme. Il y a eu le mode de production asiatique, il y a eu, Marx en analyse un certain nombre, donc il y en a eu plein. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le mode de production capitaliste? Ce qu'il y a de nouveau, c'est que le capitalisme ne peut fonctionner qu'en s'étendant. Il ne peut pas fonctionner sans s'annexer de plus en plus de territoires, d'hommes, de pays, d'économies qui n'étaient pas capitalistes auparavant. La loi de la concurrence pour le capitalisme les pousse à l'expansion. Un capitalisme qui s'auto-reproduit ne veut rien dire pour Marx. La loi de la concurrence pousse le capitalisme à aller détruire les autres modes de production, à aller conquérir les autres modes de production, et donc à s'universaliser, à détruire l'ensemble des autres modes d'organisation des sociétés. Il ne peut fonctionner qu'en s'étendant du fait de cette loi de la concurrence et du profit. Cette loi est sans limite, et c'est pour cela qu'on n'aura pas, quels que soient nos accords ou désaccords, il y a au moins une chose sur laquelle il y a nécessité de s'entendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de progrès humain, depuis que le capitalisme existe, sans la destruction de ce mode de production. Voilà ce que dit Marx sur ce à quoi mène cette extension permanente du capitalisme. Il le dit de manière très précise. Le capital abhorre l'absence de profit ou un profit minime, comme la nature a horreur du vide. Que le profit soit convenable et le capital devient courageux. 10% d'assuré en termes de profit et on peut l'employer partout. 20% et le capital s'échauffe. 50% et il est d'une témérité folle. 100%, il foule aux pieds toutes les lois humaines. 300%, et il n'est pas de crime qu'il n'ose commettre, même au risque de la potence. Quand le désordre et la discorde portent profit, il les encourage tous deux. À preuve, la contrebande et la traite des nègres. Autrement dit, ce que nous dit Marx ici, c'est que l'esclavage n'est pas lié à la méchanceté d'hommes et d'individus. Il est lié à la logique du mode de production capitaliste, qui, comme le profit est le moteur, et comme la concurrence est le mode de fonctionnement, ne peut que s'étendre, c'est-à-dire détruire les modes de production communautaires, détruire la petite paysannerie, s'accaparer des économies qui ne fonctionnaient pas sur cette base-là. Et cela va la conduire
à l'esclavage, va le conduire à la destruction des civilisations amérindiennes, va le conduire à la colonisation, qui sont tous des phénomènes que je qualifie, moi, comme étant un mode de généralisation des rapports capitalistes. La colonisation, au-delà de la violence, etc., si on regarde à un niveau uniquement économique, c'est quoi? C'est la généralisation de la propriété privée. Dans tous les pays qui ont été colonisés, l'essentiel de la propriété était collective. C'est la propriété des tribus, la propriété des familles, la propriété des communautés. Ce que va faire la colonisation, la première chose qu'elle fait, c'est privatiser. Et autrement dit, la colonisation est un mode de généralisation du capitalisme. Cette tendance à l'extension fonctionne dès le capitalisme infantile, dès les premières, avant même que le capitalisme soit devenu un mode de production dominant, il commence à fonctionner de cette manière-là, et c'est ce qui va conduire justement à la destruction des civilisations amérindiennes. Et par un phénomène dialectique de retour, cette destruction des civilisations amérindiennes, et l'esclavage ensuite, va apporter les capitaux qui vont permettre au capitalisme de s'étendre sur une grande échelle. Il n'y a donc jamais eu un capitalisme qui n'était pas mondialisé. Dès sa naissance, le capitalisme, à cause de cette loi d'extension, était à visée mondiale. Lorsqu'on vous dit aujourd'hui, c'est la mondialisation, on vous ment. On peut dire qu'il y a une nouvelle phase de la mondialisation. Mais le capitalisme, dès le début, est mondialisé. C'est le propre du capitalisme. En fait, dès le début du capitalisme, il y a un processus de mondialisation, c'est-à-dire d'extension du mode de production capitaliste à l'ensemble de la planète. Et les seuls moments où ça a été remis en cause, c'est quand? Eh bien, c'est quand il y a eu des révolutions. La révolution bolchevique est venue en 1917 freiner la tendance à l'extension du mode de production capitaliste. Les révolutions anticoloniales des années 60 sont venues freiner la tendance à l'extension du mode capitaliste. Le fait qu'un certain nombre de pays en 1945 sortent du capitalisme est venu freiner, etc. Et donc il n'y a pas, la mondialisation ne commence pas aujourd'hui. Elle a une histoire dans laquelle elle a commencé par la colonisation, elle a reculé par la lutte des peuples et la lutte du prolétariat, et elle a rebondi dans une troisième phase depuis les années 90, avec le changement de rapport de force mondiale et la disparition de l'URSS. Et donc, c'est important d'avoir une vision sur le long terme des logiques, sinon on ne comprend pas pourquoi ils insistent tant pour nous dire c'est nouveau la mondialisation. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Simplement, il y a eu une période où on a été assez fort pour la freiner. On a été assez fort pour la faire reculer. Et aujourd'hui, ils sont assez forts pour la faire redémarrer. C'est ça la réalité du monde. Autrement dit, ce qu'on a vécu dans les années 90 à l'échelle mondiale, c'est bien une contre-révolution. C'est le changement des rapports de force qui avait été tissé dans la lutte antifasciste entre 1939 et 1945, et où les peuples avaient acquis, en particulier le peuple colonisé, un certain nombre de pouvoirs. Une seconde loi du capitalisme, t'inquiète pas, je viens à la surpopulation, hein, c'est en lien. Une seconde loi du capitalisme, en lien avec la précédente, c'est que le capitalisme, pour s'étendre, justement, va mettre en concurrence toutes les forces de travail. Il a besoin de mettre en concurrence toutes les forces de travail. Donc on va mettre en concurrence les forces de travail des femmes et des hommes. Pourquoi y a-t-il, dans la plupart des pays capitalistes, dans l'histoire, des lois et des règles séparées de rémunération pour les hommes et les femmes? C'est-à-dire qu'on va mettre en concurrence ces deux forces de travail, jeunes et moins jeunes. Y compris d'ailleurs, le fait de ne pas avoir pris suffisamment en compte cela a pu nous amener historiquement à des erreurs dans le combat social. Par exemple, lorsque on a commencé à négocier la question des RTT, dans un certain nombre d'endroits, là je m'adresse aux syndicalistes, on a des syndicats qui ont estimé qu'on pouvait accepter des accords dans lesquels les anciens gardaient leurs avantages, mais les nouveaux embauchés ne les avaient pas. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on entrait dans le jeu de la concurrence entre forces de travail et que les jeunes étaient considérés comme une force de travail qui était moins importante que les autres et donc qui pouvaient avoir un revenu, des tickets restaurants en moins ou d'autres choses en moins, etc. Et le nombre d'accords dans lesquels les nouvelles générations... alors,
sans doute par absence justement de culture, de formation politique, où on a signé des accords avec une nouvelle génération était bradée, et ben c'était accepter la concurrence que était en place. Et bien entendu, Français et immigrés, la mise en concurrence, elle est évidente. Donc le capitalisme fonctionne par cette tendance à mettre en concurrence toutes les forces de travail. À cette tendance s'oppose une contre-tendance. Mais quand il y a des forces politiques, des forces syndicales qui sont conscientes de cela, qui est la contre-tendance justement à unifier la classe ouvrière et à refuser cette mise en concurrence. À chaque fois que cette contre-tendance n'existe pas, eh bien, on va avoir une parcellisation de la classe ouvrière qui, en définitive, va tous nous affaiblir dans la capacité de réaction au capital. Je ne sais pas si c'est clair ce que... Et donc, l'enjeu est vraiment de prendre en compte cette loi. Le capitalisme met toujours en concurrence toutes les forces de travail. Et c'est à ce niveau qu'intervient, justement chez Marx, la notion de surpopulation relative. Pourquoi Marx précise relative? C'est une dimension importante. Parce que Marx ne parle pas de surpopulation au sens du je ne sais pas comment le cataloguer, de Malthus en tout cas, qui nous disait, voilà, il y a une surpopulation, c'est-à-dire l'économie n'arrive plus à nourrir, et donc il faut accepter la destruction des pauvres. J'en parle aujourd'hui parce que c'est encore d'actualité, pas pour l'Europe, hein, mais on nous le dit pour l'Afrique. Écoutez tous les discours sur l'Afrique aujourd'hui, on vous dit la misère en Afrique, c'est parce qu'ils font trop d'enfants. Donc c'est une surpopulation absolue. Autrement dit, c'est pas le type d'économie qui fait que les Africains ne mangent pas, c'est qu'ils font trop d'enfants. Marx n'utilise pas, a détruit cette théorie. Hein, il y a sans doute que celui qui a le plus démontré les erreurs, l'idiotie de cette théorie, c'est Marx. Mais Marx utilise quand même le terme de surpopulation, mais il parle de surpopulation relative. La surpopulation dont parle Marx, elle est surnuméraire, c'est-à-dire elle est en trop, entre guillemets, qu'au regard du critère du profit. C'est uniquement là-dessus. Et non au regard des besoins de la population. Autrement dit, au regard des besoins de la population, nous aurions besoin de plus de force de travail. Mais au regard du profit, on n'a pas besoin d'autant de force de travail. Et c'est toute la... on le voit bien, hein, on va préférer faire bosser les gens dans la santé jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, plutôt que d'embaucher. Donc ce n'est pas les besoins qui déterminent le nombre de forces de travail sous le capitalisme, c'est le profit. Et c'est important d'avoir ça en tête, c'est que la surpopulation n'est pas absolue, mais relative. C'est pourquoi Marx appelle cette population l'armée de réserve. Les gens ont cru que c'était un certain nombre de gens disent ouais, Marx c'est un poète, hein, il utilise des termes. Non, c'est un terme qui est un terme extrêmement scientifiquement construit. C'est bien une armée de réserve. C'est-à-dire qu'on va utiliser en fonction des besoins en force de travail. Le capitalisme va juxtaposer donc, d'une part, excès de travail pour certains, ceux qui ont un emploi vont trop bosser, vont être surexploités, et à côté, et donc à côté, on va juxtaposer des gens qui ne travaillent pas. Pourquoi? Pour produire la peur de ceux qui travaillent de perdre leur travail. Pour inclure l'idée qu'ils doivent défendre leur travail contre les chômeurs, et non pas contre le système. Et donc, alors, vous aurez compris l'actualité de ce débat-là. Hein. Je ne sais pas si l'ANC avait déjà entendu les phrases de Roussel récentes avant d'avoir choisi ce thème, mais quand même, quand on nous dit il y a la gauche des allocs, etc., on nous met en opposition, l'armée de réserve et l'armée d'active. Parce que quand Marx parle d'armée de réserve, en fait, il parle d'une seule armée. Il y a l'armée d'active, qui a un emploi, et l'armée de réserve qui n'en a pas. Mais c'est une seule armée, c'est tous des travailleurs. Et donc, la question qui est posée, c'est pas de... c'est comment le capitalisme utilise l'armée de réserve pour faire pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Bien entendu, la réponse à ça, ça n'est pas de s'opposer aux chômeurs. De même que ça n'est pas de s'opposer à l'immigration. On y viendra après. La réponse à ça, c'est l'unité entre chômeurs et salariés, comme c'est l'unité entre travailleurs français et travailleurs immigrés. Marx le dit de manière très claire. Hein. Je cite
dans l'ouvrage, la phrase où il est dit, il ne parle pas encore d'immigration, mais c'est la même logique. Ainsi, quand les travailleurs commencent à s'apercevoir que leur fonction d'instrument de mise en valeur du capital devient plus précaire, à mesure que leur travail et la richesse de leur maître augmentent, dès qu'ils découvrent que l'intensité de la concurrence qu'ils se font les uns aux autres, donc il y a bien une concurrence que le capitalisme organise des travailleurs les uns par rapport aux autres, dépend entièrement de la pression exercée par les surnuméraires, donc on va utiliser les chômeurs pour faire peur à ceux qui ont un emploi, dès qu'afin d'affaiblir l'effet funeste de cette loi naturelle de l'accumulation capitaliste, ils s'unissent pour organiser l'entente et l'action commune entre les occupés et les non-occupés. Aussitôt, le capital et son sycophante l'économiste de crier au sacrilège à la violation de la loi éternelle de l'offre et de la demande. Autrement dit, ce qui est dit là, c'est que le capitalisme va sans cesse mettre en opposition l'armée de réserve et l'armée d'active, et que l'intérêt des chômeurs comme des travailleurs, c'est justement de refuser cette opposition. Alors Marx va plus loin dans cette analyse, puisqu'il s'intéresse aux composants de cette surpopulation. Ce que je vais vous dire là ne vous empêche pas d'aller lire le chapitre du Capital où il en parle. C'est toujours bien d'aller le lire. Mais en résumé, il définit cette surpopulation en 3 catégories. Une qu'il appelle surpopulation flottante, une qu'il appelle surpopulation latente, et une qu'il appelle surpopulation stagnante. La surpopulation flottante, ce sont ces salariés qui naviguent sans cesse du boulot à l'emploi, du boulot au chômage, du chômage au boulot. C'est ceux qui donc sont dans un mode de vie dans lequel ils sont sans cesse dans le basculement de l'un à l'autre. Nous connaissons tous autour de nous des gens qui n'arrivent pas à trouver un emploi stable et qui sans cesse passent du boulot au chômage, du boulot au chômage. L'image par exemple sur les quartiers populaires qui est véhiculée dans nos médias, qui est qu'il n'y a pas de travail dans les quartiers populaires, c'est un mensonge complet. La majorité des habitants des quartiers populaires aujourd'hui sont des habitants, pour beaucoup d'entre eux, qui sont pas dans l'absence de travail, mais dans l'emploi alterné. Chômage, boulot, intérim, CDD, chômage, etc. Ça, c'est la population flottante. Elle est encore plus importante qu'à l'époque de Marx. Aujourd'hui, toute attaque au CDI développe la population flottante. Toutes les nouvelles formes de travail qu'il développe, ubérisation et compagnie, développent la population flottante. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on remet en cause les acquis de stabilité qu'avait acquis le mouvement ouvrier, parce que c'est quoi en réalité une autre manière de présenter la lutte entre les capitalistes et les travailleurs sur le plan uniquement syndical. Je ne parle pas de la lutte politique, sur le plan uniquement syndical. C'est la lutte des capitalistes pour précariser les contrats de travail et la lutte des travailleurs pour stabiliser le contrat de travail. Les conventions collectives, c'est quoi? C'est une lutte pour la stabilisation. Les travailleurs sont toujours battus pour acquérir de la stabilité, de la solidité, alors que les capitalistes mettent sans cesse de la précarité, et ils vont même nous faire des théories idéologiques pour nous dire éloge à la mobilité, éloge au déplacement, etc. C'est-à-dire qu'après, il faut rajouter la superstructure idéologique qui vient accompagner tout ça. Et vous avez un certain nombre de dominés qui peuvent intérioriser cela. Vous avez des gens qui vont vous dire « Ah mais moi je veux pas bosser pour un seul patron. Moi j'aime bien bouger, je veux être mon patron moi-même. » Mais tout ça, c'est en réalité la couverture idéologique de cette surpopulation flottante. La surpopulation latente, elle était extrêmement importante à l'époque de Marx, elle l'est un peu moins aujourd'hui dans les pays industrialisés, mais beaucoup dans les pays du tiers-monde, puisque tu demandais des dimensions concrètes, ce sont les paysans paupérisés. Autrement dit, la logique capitaliste vient mettre en concurrence la petite production paysanne avec des industriels de l'agriculture qui se développent et qui vont donc rendre de plus en plus difficile pour le petit paysan de survivre. Et donc les paysans paupérisés, pour continuer à vivre, vont être contraints de se transformer en prolétaires. Et donc cette population latente, c'est cette paysannerie paupérisée. Il y en a un peu moins ici parce que le mouvement est déjà enclenché depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de petits paysans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus.
Parce qu'il n'y a pas que les paysans, il y a les petits artisans aussi, qui eux aussi, par paupérisation, deviennent des prolétaires, des prolétaires après. Donc la population latente, c'est cela. C'est important d'avoir ce concept, d'avoir en tête cette surpopulation-là, parce que nous sommes dans une phase où le mode de production capitaliste impose ses lois sur l'ensemble de la planète, et donc la population latente en Algérie, par exemple, au Sénégal, au Mali, elle est extrêmement importante. C'est le nombre de paysans qui sont contraints de devenir des prolétaires. Comme par hasard, ça tombe au moment où on délocalise les entreprises, et donc où ça tombe bien, puisqu'on a des candidats prolétaires pour les entreprises qu'on délocalise. Troisième catégorie, la surpopulation stagnante. C'est la partie des travailleurs qui est dans une situation de pauvreté telle qu'elle accepte n'importe quel type d'emploi. Donc en gros, c'est un sous-prolétariat. C'est un sous-prolétariat. Il existe en France. Il existe beaucoup dans les pays du Sud. Et ici, eh bien, dans cette population stagnante, eh bien, on a toutes les productions des réformes récentes. Les sans-papiers, c'est quoi? Voilà des gens qui, par contrainte, sont obligés d'accepter n'importe quoi. On est sur un niveau de pauvreté qui oblige à accepter n'importe quoi. Les sans-papiers ne peuvent pas refuser un emploi de surexploitation. Ils doivent survivre. Donc on a ces trois formes-là aujourd'hui. Alors quelle conclusion, que retenir de tout ça? 1. L'armée de réserve n'est pas produite par les chômeurs, ni par l'immigration. Donc tous ceux qui vous parlent de gauche des allocs, ils sont à côté de la plaque. C'est produit par le capital. C'est le fonctionnement même du capitalisme qui produit inévitablement l'armée de réserve. C'est des fachos. On peut le dire comme ça. Dans un schéma théorique absolu, si on s'abstrait du capitalisme d'aujourd'hui et qu'on réfléchit à un capitalisme pur, on pourrait très bien avoir un capitalisme sans immigration. On pourrait très bien avoir cela. Il n'y a pas besoin de l'immigration pour avoir une surpopulation. Mais l'immigration, par contre, elle est tellement fragilisée qu'elle est fréquemment dans la surpopulation relative. C'est la fameuse loi d'économie qui a été souvent mise en évidence dans les mouvements de lutte de l'immigration, qui est premier embauché, premier licencié. Très souvent d'ailleurs les gens se trompent dans la formule et disent dernier embauché, c'est premier embauché, premier licencié. L'immigration fonctionne dans cette logique-là. Premier licencié parce qu'effectivement ils ont moins de droits et on estime qu'on va pouvoir créer une opinion chauvine qui va accepter qu'on licencie les travailleurs immigrés sans que ça provoque de grands mouvements sociaux. Donc premier licencié. Mais premier embauché aussi, c'est-à-dire qu'au moment de la reprise, quand il y a reprise et besoin de force de travail, ben généralement c'est pour embaucher à des conditions inférieures qu'au moment où on a licencié. Et donc là, on va se tourner vers ceux qui peuvent le moins résister, et donc les travailleurs immigrés. D'où la conclusion de Marx, l'armée de réserve a vocation à faire pression sur les salaires et les conditions de travail. C'est pour ça qu'elle est créée, et c'est pour ça que le capitalisme en a besoin. Cela n'est pas dû à l'attitude des chômeurs ou à l'attitude des immigrés, c'est dû au capitalisme. Troisièmement, toute division entre armée de réserve et armée d'active diminue la capacité de résistance des travailleurs. Et troisièmement, eh bien, il faut unir les deux armées, de réserve et d'active. On est à l'exact opposé, j'espère qu'il n'y a pas de gens du PC ici, de ce que Roussel nous dit sur la gauche des allocs. Pour Marx, l'immigration n'est donc pas la cause des bas salaires, mais une opportunité utilisée par le capitalisme pour faire baisser les salaires et dégrader les conditions de travail. Il fait de même avec toutes les différences de sexe, d'âge, etc. Il utilise cela comme des opportunités pour transformer la différence en hiérarchie et ainsi diviser le monde du travail. Voilà, j'espère que